Monsieur de Courson, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, pour une durée qui ne dépassera pas 15 minutes. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, la discussion de ce projet de loi de finances, le dernier du quinquennat, est l'occasion de faire le bilan de la politique menée depuis 5 ans en matière de finances publiques et de répondre à 4 questions. Première question, le poids des prélèvements obligatoires a-t-il été réduit? Deuxième question, les dépenses publiques ont-elles été tenues? Troisième question, les objectifs de réduction des déficits publics ont-ils été réalisés? Et dernière question, le poids de la dette publique continue-t-il à s'aggraver? Première question, donc, le poids des prélèvements obligatoires a-t-il été réduit? Tout d'abord, il convient de rappeler que les hypothèses macroéconomiques de croissance du produit intérieur brut permettant de calculer les recettes ont été manifestement surévaluées pour 2016 et 2017. En effet, à la différence des budgets de 2015 et de 2014, le gouvernement n'a pas retenu le taux de croissance résultant du consensus des économistes. Or, celui-ci est plutôt de 1,3 à 1,4% pour 2016 et de 1,2 à 1,3% pour 2017. Ainsi, la surévaluation des recettes est de l'ordre de 4 à 6 milliards. Le constat, oui, monsieur le ministre, 0,3% de PIB, ça fait combien? Ça fait 6 milliards, et le taux de prélèvement obligatoire est de 45%, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour calculer. Bien. Alors, le constat, c'est que les prélèvements obligatoires n'ont cessé d'augmenter, monsieur le ministre, depuis 2012. Et oui, le dixième de point. Oui, entre 3... Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis, entre 0,3 et 0,5, 0,6, si vous cumulez sur 2016 et 2017, monsieur le ministre. Le constat, c'est que les prélèvements obligatoires n'ont cessé d'augmenter, monsieur le ministre, même si ça ne vous plaît pas, depuis 2012, et continueront à progresser en 2017. En effet, le taux de prélèvement obligatoire est passé de 43,8% en 2012 à 44,5% en 2016 et restera à 44,5% en 2017. Donc, quand on parle de baisse des prélèvements obligatoires, il n'y en a aucun. Et c'est une hausse donc de 0,7 points du produit intérieur brut en 5 ans. Mais d'après les informations fournies par Madame le rapporteur général, ce sont les prélèvements obligatoires sur les ménages qui ont connu une hausse continue et très forte de 1,5 point du produit intérieur brut, passant de 24,2% en 2012 à 25,7% en 2017. Alors que le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises a voire quelque peu augmenté de 2012 à 2013, en passant de 19,6 à 20%, se réduit lentement pour atteindre 18,8% en 2017 du produit intérieur brut, soit une baisse de 0,8 points en 5 ans. Sur la durée du quinquennat, mes chers collègues, les prélèvements obligatoires ont augmenté de près de 105 milliards, puisqu'ils sont passés, même si ça ne plaît pas à M. le secrétaire d'État, de 913 milliards en 2012, ce sont vos chiffres, à 1018 milliards en 2017 dans vos prévisions. Pendant la même période, le produit intérieur brut s'est accru de 200 milliards, puisqu'il est passé de 2087 milliards en 2012 à 2287 milliards en 2017. Ainsi, 52% de la richesse supplémentaire créée a été prélevée pendant ces 5 ans par le système public. Et on s'étonne d'entendre partout ce qu'on appelle le phénomène du ras-le-bol fiscal. 52% de la richesse supplémentaire créée a été prélevée au profit du système public. Ainsi, les déclarations du ministre des Finances selon lesquelles, je cite, « Depuis le printemps 2014, le gouvernement s'est efforcé de ne plus proposer au vote du Parlement de nouvelles hausses d'impôts ou de charges » sont démenties par les faits. Prenons l'exemple de l'impôt sur le revenu. Vous déclariez, monsieur le ministre, je cite, que l'ensemble des mesures prises depuis 2012 n'auront pas conduit à augmenter les recettes de l'impôt sur le revenu. Elles les auront même réduites. On rêve. Il s'agit là d'une contre-vérité, monsieur le ministre. En effet, l'impôt sur le revenu, loin d'avoir baissé, a augmenté de 14 milliards depuis que François Hollande est au pouvoir, puisqu'il est passé de 69 milliards en 2012, ce sont vos chiffres, à 73,4 milliards en 2017, soit une hausse de 20%. Pour le seul exercice 2017, la hausse du produit de l'impôt sur le revenu est de 1,9 milliard après une mesure de réduction de 1 milliard. Ainsi, sans cette baisse, le produit de l'impôt sur le revenu se serait accru de 4%. Et vous ne faites donc que freiner la hausse, et non pas, vous ne baissez pas les impôts, vous freinez la hausse des impôts, ce qui est tout à fait différent. À l'égard des entreprises,
Vous avez mené une politique de gribouille. Après les avoir accablés d'impôts et de cotisations sociales entre 2012 et 2013, vous avez enfin procédé à des allègements, mais là encore, ces mesures n'ont permis de réduire que de 0 point de richesse nationale la pression fiscale sur les entreprises, donc à hauteur à peu près de 17 milliards. Voilà pour la première question. Donc, la réponse, elle est claire. Non seulement le poids des prélèvements obligatoires n'a pas été réduit, mais ils ont été constamment augmentés, essentiellement sur les ménages. Deuxième question, les dépenses publiques ont-elles été tenues ? Les dépenses publiques, elles se sont accrues, y compris crédit d'impôt, de 1 186 milliards en 2012 à 1 280 milliards en 2017, soit une hausse de 94 milliards, correspondant à une hausse de 8% en 5 ans, c'est-à-dire 1,6% par an. Mais si l'on a connu une décélération régulière de la dépense publique de 2012 à 2015, on assiste à une remontée ces 2 dernières années. 1,3% en 2015, 1,3% en 2016 et 1,6% en 2017. En outre, les objectifs que vous affichez tiennent compte de certaines économies que vous ne précisez pas ou qui sont totalement irréalistes. Je prends un certain nombre d'exemples. Vous escomptez 1,6 milliard d'euros d'économies des négociations sur la convention UNEDIC. Mais, monsieur le ministre, messieurs les ministres, comment pouvez-vous anticiper des économies de 1,6 milliard résultant de négociations entre les partenaires sociaux qui n'ont pas encore commencé, et alors même que le président du MEDEF a repoussé la reprise des négociations sur une nouvelle convention éventuelle d'assurance chômage après l'élection présidentielle, c'est-à-dire à la mi-2017. Oui, mais c'est leur position, c'est un système paritaire. Donc il faut que les partenaires sociaux... Donc, le Haut Conseil des finances publiques lui-même a jugé ces économies complètement irréalistes, puisque à supposer que les négociations soient menées tambour battant et qu'elles aboutissent avant l'été, comment voulez-vous faire 1,6 milliard d'économies en quelques mois? C'est totalement impossible. Concernant l'ONDAM, vous dites porter les économies à 4,1 milliards en 2017, alors que vous n'avez pu en réaliser avec de grandes difficultés que 3,2 milliards en 2016. Il est donc malheureusement très probable qu'une bonne partie de ces économies, de l'ordre de 900 millions, les différences entre 4,1 et 3,2 ne seront pas réalisées, et qu'elles se traduiront d'ailleurs de surcroît par une hausse du déficit de fonctionnement des hôpitaux publics largement passé sous silence. Vous basez en effet sur un tendanciel vieux de 15 ans, selon lequel la croissance tendancielle des dépenses d'assurance maladie est de 3,6%, mais cela fait bien longtemps que ce n'est plus le cas, pour être précis, depuis 2002, et elle ne fait que ralentir, parce que les gouvernements successifs ont pris quelques mesures pour freiner la hausse de la dépense. Il serait plus sérieux de calculer les économies, non par rapport à un tendanciel qui ne correspond à rien, mais par rapport à la situation de l'année précédente, c'est-à-dire 2016. Enfin, les sommes promises pour recapitaliser Areva, 5 milliards, ne pourront pas être entièrement considérées comme des dotations en capital. Elles seront très probablement requalifiées en comptabilité nationale, voire par l'Union européenne, pour la plus grande partie comme des subventions. En effet, quel investisseur avisé investirait 5 milliards dans Areva? Quant aux traditionnelles sous-budgétisations sur les OPEX, l'AME, etc., on peut espérer que la réserve de 9 milliards permettra d'y faire face. Rappelons que pour l'année 2015, la Cour des comptes a jugé que l'effort d'économie réalisé s'est élevé à 12 milliards. Ma thèse, c'est encore en dessous. Et s'il est donc réel, il reste sensiblement inférieur à celui que vous aviez affiché dans le programme de stabilité à hauteur de 18,1 milliards. Et pour 2016, la Cour des comptes souligne que les risques qui pèsent sur la réalisation de la trajectoire de dépenses et de soldes sont très importants, alors même que cette trajectoire ne suffirait pas à restaurer la situation des finances publiques à l'horizon 2020. Il nous paraît donc inimaginable, alors que le gouvernement n'a jamais tenu ses objectifs d'économie depuis 2015, qu'il puisse soudainement y parvenir en 2017. Troisième question, les objectifs de réduction des déficits publics ont-ils été tenus? Je rappellerai jusqu'à la fin de la mandature, à temps et à contre-temps, que l'engagement numéro 9 du candidat François Hollande promettait, je cite, « Le déficit sera ramené à 3% en 2013 et l'équilibre sera atteint en 2017. » L'objectif de 3%, loin d'avoir été réalisé en 2013, ne sera toujours pas en 2017. En effet, le Haut Conseil des finances publiques estime improbable les réductions des déficits prévues par le projet de loi de finances pour 2017, à savoir une réduction de 3,3% du déficit en 2016 à 2,7 points de déficit en 2017. Il considère également comme incertain le retour en 2017
du déficit nominal sous le seuil de 3% du PIB. En effet, si l'on tient compte de pertes de recettes de 3 à 5 milliards liées à des hypothèses de croissance surestimées, de l'anticipation de recettes à hauteur de 1,3 milliard liées à 4 mesures d'anticipation des recettes 2018 dès 2017, de l'impact de l'augmentation du taux de CICE de 3,2 milliards, c'est-à-dire l'augmentation de 6 à 7%, qui est reporté dans son impact de 2017, dans son impact budgétaire de 2017 à 2018, du nouveau crédit d'impôt pour l'emploi à domicile en faveur des retraités, qui coûte 1 milliard, mais pas en 2017, 0, c'est reporté sur 2018, 1 milliard, nous perdrions de l'ordre de à peu près 11 milliards par rapport à vos prévisions. Si on y ajoute les 6 milliards et demi d'économies qui ne seront pas réalisées, on arrive à un total de l'ordre de 18 milliards, soit un écart de 0 point de PIB. Ça veut dire que le déficit serait plutôt autour de 3,5%, quelque part entre 3,1, 3,2, 3,5. Voilà, mes chers collègues, sur la troisième question. Et j'en arrive à la dernière question sur le poids de la dette publique continue-t-il à s'aggraver? Je rappelle que François Hollande avait promis, là encore, que la dette serait ramenée, je cite, de 88,7% en 2012 à 80,2% en 2017. En fait, sur cette période, elle est passée de 89,6% en 2012 à 96% en 2017, augmentant de 6,4 du produit intérieur brut au lieu de baisser de 8,5. Il n'y a que 15 points d'écart, c'est-à-dire 330 milliards, entre les promesses du candidat François Hollande et la réalité. Mais mes chers collègues, en fait, cette somme est sous-évaluée, car vous mettez en avant une légère baisse qui est apparente du poids de la dette publique, 96,2% du PIB en 2015, 96,1% en 2016 et 96% en 2017. Alors, mes chers collègues, pour ceux qui ont un peu de bon sens, ils se posent la question, mais c'est très étrange, la dette publique, elle augmente chaque année du montant du déficit. Or, elle n'augmente pas du montant du déficit. Mais que se passe-t-il? Et quel est l'écart entre le montant du déficit et le montant effectif du montant de la dette? Eh bien, mes chers collègues, le gouvernement a trouvé la pierre philosophale, celle qui permet de faire croire que la dette n'augmente plus. Quel est le mécanisme? La prime d'émission. Vous devriez d'ailleurs, mes chers collègues, vous n'allez pas assez loin. Moi, je pense que vous devriez émettre des bons du Trésor à 6, 7, 8%, ce qui vous permettrait d'ailleurs de faire apparaître une baisse absolue de la dette publique. Alors, j'ai fait quelques travaux de recherche sur quel montant, oui, à hauteur de 2-3 milliards par an. 2-3 milliards par an. Alors, je vous donne les chiffres, ils sont très intéressants. Le montant cumulé des primes d'émission de 2012 à 2015, 45,3 milliards. Et ça ne fait qu'augmenter. La dernière année, on était à près de 23 milliards. Et ça continue en 2016 et en 2017 à hauteur de plus de 20 milliards chacune de ces années. Donc, on atteindra sur la durée de la mandature un montant cumulé de primes d'émission, d'après mes calculs, de l'ordre de 95 milliards. Je me suis peut-être trompé de 4-5 milliards, mais c'est l'ordre de grandeur. Mais 4-5 milliards sur 95, ça ne change pas. Ça représente un peu plus de 4 points de PIB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mes chers collègues, la dette publique, ça y est, on est à 100%, puisque j'avais promis de décerner une médaille au ministre, et que, d'après mes calculs, il devait franchir les 100% en 2017. Eh bien, mes chers collègues, c'est le cas, on n'est pas à 96, on est à 100%. Ce n'est pas du complot, c'est le mécanisme de prime d'émission. Et la prime d'émission, mes chers collègues, ça consiste à faire chuter la dette au sens maastrichtien en contrepartie de plomber les charges financières des exercices futurs. C'est tout simple, le mécanisme. Voilà, mes chers collègues, la réponse à la quatrième question. Non, la dette publique ne baisse pas, même par rapport au PIB. Elle continue à augmenter et elle est maintenant de 100%. Alors, mes chers collègues, pour conclure, il est à présent évident, à travers ce projet de loi de finances pour 2017, que le gouvernement a échoué.
Il a échoué à faire baisser structurellement la dépense publique, même si je ne suis pas un homme excessif, messieurs les ministres, vous avez fait des efforts, mais des efforts tout à fait insuffisants. Et surtout, vous n'avez pas fait de réformes structurelles, car pour réduire la dépense publique, il faut faire des réformes structurelles. Et vous en avez profité d'une réforme structurelle que nous avons faite sur les retraites. Je n'aurai pas la cruauté de relire les déclarations de vos collègues lorsque nous avons fait les 2 phases de réforme des retraites. L'ordre de grandeur de l'impact en 2017, On conclut, monsieur le Courtier. je suis à la fin, madame la ministre, c'est de l'ordre de 20 milliards. Et donc l'excédent de 2 milliards du régime général de retraite, il est lié aux réformes votées par l'actuelle opposition. Et donc vous avez échoué aussi à réduire la dette publique, et surtout vous avez échoué à redonner confiance à nos concitoyens, puisque François Hollande n'a fait que semer des illusions depuis 2012. En conclusion, ce projet de loi de finances pour 2017 est la triste illustration des illusions perdues du président de la République. Loin d'améliorer la situation de notre pays, François Hollande cherche à tout prix à dissimuler l'ampleur de son échec en multipliant les artifices et les tours de passe-passe budgétaires et en léguant à la prochaine majorité des bombes budgétaires dont l'ordre de grandeur est de 10 milliards. C'est pourquoi le groupe UDI votera contre ce projet de budget. Merci, monsieur le Courtier.